tout le monde vous connaît. En tout cas, tout le monde qui regarde les vidéos. Je pense que Iron, c'est bon, ils savent qui c'est. Il est connu. Mais il n'a pas été connu pendant longtemps, mais maintenant il l'est largement. Ma voix était un peu connue, un peu plus que ma ganache. Voilà, pour résumer, rappeur des années 80, t'étais là depuis presque le début en France. Oui, pas tout à fait le début, mais un peu après, oui. Dina Style, Radio 7, des scènes à droite à gauche. Super quand il y en avait. Voilà. Et Joe... et Joe de la Malka, Joe des frères Body and Soul. Moi, c'est funk des années 80. Voilà, passionné de funk, qui a eu un groupe de funk après. Et pour ce qui nous concerne dans le hip-hop, a quand même lancé l'une des soirées qui reste aujourd'hui, on va le dire à sa place, parce qu'il est humble. Mythique. Mythique. Et donc si on est là aujourd'hui, c'est pour essayer d'expliquer, un petit peu de résumé, les fondamentaux de la naissance du hip-hop en France. D'accord. Donc bon, c'est toujours difficile de trouver un point d'accès, un point d'entrée, parce que évidemment, une culture, ça arrive pas comme ça et ça pop pas d'un coup. Donc la plupart des gens, quand même, on est d'accord pour dire HIP-HOP, c'est un point de départ important pour la culture, même s'il y a eu plein d'autres choses avant. T'as eu Ciné Radio 7 quand même. Ouais, Rapid Up Snapper. Voilà, t'as eu le New York City Rap Tour. Oui, qui était un peu le détonateur. Voilà, et puis t'avais des gens qui pratiquaient à droite à gauche. T'as eu aussi l'album de Dynasty quand même. Qui était là, donc qui participe à cette culture. Mais quand même, quand t'arrives sur TF1 le dimanche midi, ça a un impact national. C'est fort. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. Le point d'entrée, on va dire, national, c'est HIP-HOP, tiré par la danse. Oui. Tiré par la danse, qui va donner vraiment une portée nationale à ce mouvement, et qui va être là vraiment porté par, on va dire, une industrie, par les médias, parce que c'est TF1 qui va donc produire cette émission, parce que tout simplement, ils ont vu que ça pouvait ramener des gens, puisqu'il y avait Futura 2000 qui avait fait une séance de dédicace organisée par Sydney, et là TF1 s'est dit ok, on va produire une émission là-dessus. Futura is my name and I said graffiti is where I got my fame. And that's okay and it's chilly with me because I made a lot of money and history. C'est mené par des gens qui sont pas forcément issus de la culture et qui voient ça comme un business. Et après, c'est pour ça que tu parlais un coup de hip-hop. Il va avoir une grosse présence dans les publicités, etc. Sauf que ça va s'arrêter assez vite. HIP-HOP, c'est 1 an. Ouais. Donc quand ça s'arrête, forcément, on se dit c'est la fin d'une mode. Oui. Et c'est là, à ce moment-là, que ça va être récupéré par des gens un peu plus underground, un peu plus activistes. Ouais, qui auront continué au moins. Qui vont continuer, qui vont récupérer. Voilà, qui vont se permettre de faire grandir la culture. Mais je me permets d'intervenir. Je pense que quand même au départ de HIP-HOP, je sais plus comment elle s'appelle la productrice, Marie-France Bérangère. Berrière, je crois. Berrière, un truc comme ça. Marie-France Brière est notre invitée, grande productrice dans l'histoire de la télévision. Et je me souviens que Hervé Bourges m'avait dit faites un écran de fumée, faites n'importe quoi, il faut amuser les journalistes jusqu'à la grille de rentrée. Et c'est là où j'ai inventé cette émission qui faisait un quart d'heure, qui passait le dimanche en début d'après-midi dans un horaire improbable. Je pense qu'il y avait quand même aussi il y avait une étincelle artistique, c'est-à-dire qu'elle a tripé sur le truc aussi. Ça l'a éclaté de le faire. Alors effectivement, derrière, il y a toute l'imagerie TF1 et toute la force de frappe et la cosmétique, c'est-à-dire... mais au départ de l'action, elle a quand même eu un certain feeling sur le truc et elle s'est pas trompée. Ouais, ça c'est sûr. Je pense que forcément, si elle lance ça, c'est qu'à la base... Elle se dit pas juste c'est rentable parce qu'elle n'en sait rien. Je pense que ça l'a... Il y avait les deux, quoi. Voilà. Elle sentait le projet rentable, mais elle sentait aussi un truc elle a tripé sur le truc quand même. Ça se sentait d'ailleurs dans l'émission. Parce qu'on sent qu'il y a quand même une volonté de présenter le hip-hop dans toutes ses composantes, déjà dans un premier temps, et puis d'intéresser les jeunes qui sont le dimanche c'était devant le leur dimanche poste à de télé. 13h ou 14h, je sais que voilà, je ratais pas, quoi. Ouais, moi non plus. Après la grande messe nationale hebdomadaire du JT, on avait HIP-HOP. Même si on critiquait, mais on regardait quand même. À l'époque, moi je critiquais absolument pas. Je critiquais un peu, quoi. Ouais, c'est vrai, moi j'avais les top 10, puisqu'ils donnaient le lot, tu sais, top 10, et puis on avait les PCB qui étaient
dans leur Paris City Breakers, qui étaient dans leur Adidas. Alors je crois que le modèle s'appelait le Adidas Harlem, et qui était nos dignes représentants, quoi. T'as les solos qui étaient dedans, bien sûr Franck, qui deviendra DJ par la suite, et d'autres, Nicky et autres. Et c'était vraiment on sentait effectivement qu'il y avait une fibre, une sensibilité, mais pour que ça passe grand public, il y avait un packaging quand même avec un peu une scénographie. Après il y a la scéno TF1, il y a l'imagerie TF1, il y a la mise en truc TF1, quoi. Ouais, je pense que il faut trouver un juste milieu entre ce que c'est vraiment et ce que TF1 peut diffuser. On l'a fait, voilà. C'est ça. C'était un peu médian. C'est vrai qu'après, à votre époque, a posteriori, vous avez quand même gardé une image un peu négative de ça. Alors, pas juste après que ça soit pas maintenant. Alors maintenant, moi je regarde ça avec un peu de oui, maintenant, mais une certaine émotion. Oui, bien sûr. Quand c'est fini, tu vois, même tu vois, par exemple, tu le dis. Tu dis qu'au début, quand on parle de Dynasty, tu dis, un DJ, t'as l'image à chipper à choper. Exact, ça c'est vrai. Ça laisse, a posteriori, mais sur le court terme, peut-être une image un peu négative, quoi. Plus dans la génération de Joe, si je peux me permettre. Parce que pourquoi toi t'es plus vieux que moi, toi? Non, je suis plus jeune, je crois. Non, mais je crois que t'as 2-3 ans, quelques années plus, on va dire. Et c'est vrai que vous avez plus été dans le rock, vous étiez plus rock peut-être au départ, enfin pas. Nous on est dans le funk. Dans le funk, oui. On est dans le funk. Mais oui, plus dans le funk, voilà. Ouais, mais il y avait toi, il y avait ceux qui étaient dans le funk, les funky men, il y avait aussi les rockers. Et c'est vrai que quand on est arrivé en mode nous hip-hop, un peu c'est notre truc, en point de vue générationnel, parce que les gosses qui dansaient étaient plus de notre âge, quoi, finalement. Ouais. On a joui effectivement d'une image qui était assez surannée, quoi. On nous disait c'est une mode, ça va passer, votre truc c'est bidon, etc. Des trucs comme ça un peu. Il y avait un peu ce côté-là, un peu bouffon, quoi. C'était ça. Et peut-être que vous avez plus ressenti ce truc-là un peu, c'est des trucs un peu rigolos, un peu marrants. Oui, il y avait ce truc un peu effectivement, un peu yop, quoi, comme tu disais. Voilà, un peu yop. Un peu clownesque, marketé pour plaire aux plus jeunes, quoi. C'est-à-dire que nous, on mettait des élastiques sur nos survêtes, hein. Tu vois, on faisait des trucs un peu chelous, et ils nous regardaient, c'est quoi ce truc et tout. Et tous les petits-enfants là qui dansaient, il y avait MC Solar, il y avait Doc Gineco, il y avait Passy. Nous on était très très funk psyché, quoi. Nous on était plutôt pas de def. Chemise. Pas de def, grosse coupe afro, plein de chaînes. D'accord. On était plus délire funk 70. Funk 70, que Chalala. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que pour les gosses de mon bahut, moi qui étais plus Chalala, si tu veux, et il y avait un côté un peu on se fout de notre gueule un petit peu, tu vois. On l'a retrouvé par exemple quand Dynasty a fait sa première soirée, son concours à la Scala. Où il y avait tous les DJ qui jouaient à la Scala, qui étaient là, tu vois. Et nous, on l'a accompagné. Et c'est vrai que ils avaient écrit son nom au laser Dynasty, comme celui de la série. Et les gars de l'époque ont dit, c'est quoi Dynasty? Après, il va y avoir Dallas et tout, machin. On commençait à nous charrier, à nous tailler. On fait, tu vas voir. Ça, c'est il va t'en faire des séries. Tout le monde ne peut pas avoir. Il va t'en faire des séries, tu vas voir. Mais c'est pas les séries auxquelles tu t'attends. Il va t'enchaîner les scuds. Tu vas entendre des séries que t'as jamais entendues et tout. Alors, on se taillait, tu vois. Entre nous, c'était super marrant. Et effectivement, quand ils l'ont vu arriver en mode cut, passe, etc. Tout ça, ils ont halluciné et il a remporté le concours, quoi. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec lui, il avait remporté une platine CD. C'est bien ça. Sa première platine CD. Et en 86, une platine CD, c'était quelque chose, quoi. C'était un pur truc. Donc il était grave joyeux par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y avait des codes vestimentaires déjà un peu différents dans la jeunesse de l'époque. Et que nous, on arrivait avec nos grosses baskets éclatées, les top 10 avec les languettes qui sortaient. Et que les mecs, ils se foutaient de nous, quoi, clairement. Et puis on avait des dégaines un peu clownesques, faut le dire. C'était le début, quoi. Oui, et l'histoire du gant blanc aussi. Parce que nous, on arrivait pour danser, je sais pas, t'as pas mis les gants blancs, toi? Non, bah non. Ah ouais? Bah non. Voilà. Moi, j'avais le gant blanc. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Sidney avait un gant blanc dans Chipper Chopé aussi. C'est ça, tout à fait, ça venait de ça. Et en fait, on mettait des gants aussi, parce que ces gants-là, ça nous permettait sur les dalles du troca, de tourner, d'aller plus vite, tout à fait. Donc voilà, cette porte d'entrée là, à Chipper Chopé, avec l'image que ça a pu laisser, comment ça a été récupéré, avec ce hip-hop très mis à la mode par des gens qui sont pas forcément du mouvement. On le voit dans les publicités, etc. Donc ensuite, il y a les initiés qui continuent. Quand on est dans le creux de la vague, ça c'est représenté par le terrain vague de la Chapelle, qui entre autres, ce qui est un terrain à la base de
graffeurs, de taggers, et qui restaient un peu plus dans l'histoire que les autres parce qu'il y a eu les free jam de Dynasty, même si elles n'ont pas duré très longtemps, parce qu'en vrai dans l'histoire du terrain, en termes de temps c'est presque anecdotique, mais en termes de postérité c'est ce qui en fait la postérité. Mais il y avait d'autres lieux, il y avait d'autres terrains, et je pense notamment au mouvement authentique avec les New Generation MC à Châtillon, où ils avaient leur asso, ce qui est d'ailleurs la plus vieille asso hip-hop de France, et ils avaient un endroit, c'était le Chat. Et quand j'ai rencontré Roger des New Generation, il m'a dit, moi jamais j'aurais eu l'idée d'aller au terrain, parce que le terrain ça m'apportait rien de plus que ce que j'avais. Donc c'est vrai qu'on peut parler dans cette période de creux de la vague, on parle souvent du terrain, mais en fait il y avait plein d'endroits dans Paris et en province aussi qui continuaient à perdurer un peu cette culture hip-hop. Il y avait toujours le Troca, notamment. Il y avait puis il y avait le Bata, la Grange Aubel. Oui, le Bata, bien sûr. Ouais, complètement. Bataclan, la Grange, et puis... il y avait plein d'endroits, et c'est là un peu, on a l'impression que les vrais passionnés, entre guillemets, ce qu'on va appeler plus tard les puristes, ils se sont vraiment appropriés, ils ont peut-être donné de la maturité à ce mouvement. Ils ont continué leur truc, ils ont continué à travailler leur style, leur face, leur pas de danse. Bien sûr, ils n'avaient pas conscience de la portée que ça aurait à postérieur. Non, il y a eu cette vague, il y a eu la vague à chipper, à choper qui a fait un truc, et puis après, quand elle s'est éteinte, les mecs ont continué à faire ce qu'ils faisaient comme d'habitude. Et puis, il y avait ceux qui avaient quand même, parce qu'il y a quand même des émissions de radio qui continuaient, notamment sur Radio 7, et donc le lien a perduré de cette manière-là, on a pu continuer à pratiquer. En mode plus underground, quoi. Voilà, et arriver. Et il y avait aussi les gars qui revenaient de New York avec des cassettes qui avaient des VHS, et nous on le savait, même si on les visionnait pas, parce que il y a des potes qui nous disaient ouais j'ai vu une VHS, etc., tout ça. Et d'ailleurs pour les breakers ça présentait un avantage certain, parce que les mecs travaillaient sur arrêt sur image et sur ralenti pour repérer les phases qu'il y avait dans les VHS, donc ça leur permettait aussi après en contest d'avoir un niveau qui était quand même plus balèze, parce qu'ils sortaient des phases en fait qu'ils avaient tapées sur les VHS, etc., etc. À ce titre, il y avait un truc qui était rigolo sur les phases de break, c'est que les mecs ne lâchaient pas leurs phases comme ça, parce que tu parlais du Bataclan tout à l'heure, et ça avait déjà commencé avec le jazz rock, parce que Chabin jouait surtout du jazz rock au départ au Bata. Moi, j'y étais pas, mais mes grands qui en revenaient nous racontaient ça le dimanche quand on se retrouvait sur la dalle à Saint-Éloi. La fameuse la fameuse passerelle dans le 12e où tu jouais aussi. Moi, j'ai appris à faire du vélo, je crois, là-bas. De fou. Depuis quel âge ? Ah, terrible. Avec mes grands, donc voilà. Et donc, ils nous racontaient ça, et ils disaient, il y a des mecs qui se mettent dans le coin et ils font les caméras. Et donc, pour les défier en rigolant, ils jouaient avec eux, et puis ils faisaient ça, ils faisaient genre, tu fais la caméra, tu me filmes, t'essaies de pomper tous mes pas, etc., tout ça, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait cet aspect-là aussi, qui était déjà un côté réservé d'accès à certaines techniques et des certaines pratiques qu'on voulait pas se voir diffuser dans tout le mouvement, et qu'on se réservait. Moi, j'ai vu ça plus tard aussi avec les disques, les caches qui apparaissaient sur les disques après que Dynasty soit parti du Globo. Bambata aussi, Bambata, il collait des stickers, des faux macarons sur ses disques. Pour en erreur, quoi. Parce que les mecs, ils se faisaient mater tous les trucs qu'ils jouaient, et donc ils collaient ces trucs, des faux disques, quoi, des macarons d'autres disques. C'est fou quand même. C'est dingue. Et du coup, dans cette période creux de la vague, toi qui est pas forcément hip-hop de base, qui a regardé ça, tu vis comment par rapport à ça ? Tu dis c'est fini, c'était une mode, je m'en fous maintenant ? Quelque part, moi je fais partie de cette bande de Paris. On est vraiment des oufs de funk. C'est-à-dire que le seul truc qui m'anime la journée, c'est où est-ce que je vais pouvoir trouver une galette de funk, parce que des galettes de funk, c'est hyper dur à trouver à cette époque-là dans Paris. Et alors tu vas faire les puces, les machins, les trucs. Et le soir, où est-ce qu'on va faire la teuf ? Et donc du coup, la teuf, effectivement, il faut des disques de funk. Donc nous, on est vraiment que là-dedans, du funk. Donc, et on organise des soirées. On sait pas qu'on va organiser chez Roger. Pas encore. Nous, on organise des trucs, un truc aux étoiles, ça s'appelait China Blues. Après, on fait d'autres trucs, on loue des salles, on achète nos disques, et quand arrive le jeudi soir ou le vendredi soir, on joue nos disques qu'on a achetés dans la semaine. Et donc, si tu veux, ce mouvement hip-hop qui s'est, moi, dans ma tête, pas arrêté avec la fin d'Hip, mais je suis plus dedans, je suis dans mon funk, je suis toujours dans le funk. J'y pense même plus, quoi. Non, j'y pense même plus, parce que c'est vrai que on est dans le centre de Paris, même si on est tous des immigrés, enfants d'immigrés, ou de très populaires, quoi. Très populaires et très mélangés. On est dans le centre de Paris, donc peut-être il y a aussi une différence avec les quartiers. En termes d'accès, d'ailleurs, tu m'as dit un truc marrant au tout début quand on s'est vu, tu m'as dit je savais pas que t'étais de Paris. Oui. C'est ouf, tu pensais que j'étais de banlieue, quoi. Ouais, c'est ouf. Et c'est marrant parce que c'est différent, c'est vrai que le RER arrive très tard, tu vois, à Châtelet-Léal. Donc il y avait plus de comment dire, une frontière entre Paris un gap, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc moi pendant cette période-là,
avec nous, avec mes potes, avec les futurs Malka, on est là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on répète aussi parce qu'on joue de la musique. Donc on n'est pas on est DJ aussi parce on organise des fêtes. Donc on a tout ce truc. C'est-à-dire que on répète 2-3 soirs par semaine, on achète des disques et puis on organise des teufs, quoi. On fait des fêtes, quoi. Ça glisse. Pareil, tu vois, dans tout toujours ce délire un peu populaire, on avait lancé un truc, c'était tout à 10 francs, parce qu'on se rendait compte qu'à l'époque où il n'y avait pas trop la carte bleue, ça, machin, de toute façon, ça changeait rien. Qu'on fasse notre trait à 20 francs, le verre à 10 francs, le paquet de clopes à 12 balles, le vestiaire à 5 francs, le machin, on fait tout à 10 balles. Même le paquet de clopes qui coûtait 12 ou 14 balles au tabac, on est à 10 balles. C'est ouf. Et le verre de tequila, il était à 10 balles. Enfin, c'était tout à 10 balles. Point barre. Et du coup, ça faisait un délire hyper marrant. Donc, les gens qui voulaient juste voir ou danser, ils payaient 10 balles. Et puis si t'avais un peu 50 ou 100 balles sur toi, de toute façon, tu repartais, tu les avais dépensés. Tu passais une super bonne soirée avec 10 queues. Et donc, du coup, ça faisait des soirées avec une super énergie, ouais. Ok. 15 €, hein, 100 balles, hein. 15 €, 100 balles, ouais. Donc c'était 1,50 € l'entrée, quoi. Ouais. Difficile de faire mieux, hein. C'est notre époque. C'était pas la soirée élitiste, hein. Donc, ce troisième point, qui est le globo, qu'on peut considérer un peu comme l'union des deux premiers, c'est-à-dire à la fois la force de frappe qu'on va retrouver avec Jacques Massadian par Nova actuel, mais qui cette fois va quand même avancer de pair avec plus de crédibilité dans la démarche, parce que on va faire appel à des vrais acteurs qui ont eu le temps peut-être de développer leur pratique, de développer un peu leur rapport avec la culture pendant ces années un peu creuses. Tu vois, donc, et ils vont avancer main dans la main pour faire le globo. Bon, l'histoire nous dit que ça a été un succès malgré les complications qu'il y a pu avoir, mais quoi qu'il arrive, ça a été un succès. Et comme on dit, comme ça a été dit, c'est la première fois, donc l'une des fois les plus notables, qu'il y a des directeurs artistiques qui sont venus voir, qui se sont dit ok, il y a des choses qui bougent pour le hip-hop. Donc ça a donné suite après à des soirées, et on se dit que si des gens se déplacent à des soirées, forcément ces mêmes gens ils vont peut-être pouvoir acheter des CD, donc ça va donner des idées de production, etc. D'accord. Et du coup, est-ce que le globo c'est pas la phase d'entrée dans une phase commerciale où le hip-hop devient puissant, quoi. C'est là où je suis complètement je vais rebondir, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que la synchro elle est parfaite. C'est-à-dire que le globo, il arrive à un moment où, effectivement, tous ces mecs, depuis HIP HOP, ont continué à travailler leur style, à développer leur ligne, leur graphe, leur style vestimentaire, leur look. Ça arrive à un truc à un moment qui monte extramuros à l'extérieur de Paris. Et nous, on se retrouve, comme je dis, c'est un peu pas un coup de bol, mais on ne sait pas pourquoi on se retrouve là. Et effectivement, la première soirée qu'on fait avec Massadian s'appelle Funk Baston en 84 ou en 85, je sais plus. On avait pris David Durel comme DJ, c'est un Anglais qui après a fait Mars, là, Pump Up the Volume, un an ou 2 ans après. Et là, c'est les premiers trucs où c'était déjà au Globo. Mais c'est le premier truc où on se dit tiens, il y a un truc qui se passe. Donc on continue. Et effectivement, quand on fait la première de chez Roger aux Étoiles, rue du Château d'Eau, donc on loue cette salle que nous on avait l'habitude de louer pour faire nos soirées et tout ça, machin, qui était un espèce d'ancien théâtre, cinéma, truc bidule. Et là, d'un coup, effectivement, la barrière du périph' elle est tombée. La barrière du périph' est tombée. Nous, on a l'habitude de notre public, de nos soirées, de ramener un peu les branchés parisiens, plus les jeunes comme nous et tout ça. Et là, d'un coup, la barrière, elle tombe. Et là, on se retrouve avec la salle est trop petite parce qu'il y a toutes les banlieues qui se sont passées le mot parce que Dynasty, d'abord, et surtout. Et le truc est arrivé d'un coup. Et là, on se retrouve avec une explosion de tous ces jeunes qui ont grandi à l'extérieur de Paris et qui ont développé leur art et leur culture à un point où là, c'était vraiment mûr. Et le truc arrive et se confronte avec, effectivement, nous qui avons grandi de l'autre côté de cette barrière du périph', même si on a un peu les mêmes
les mêmes codes, les mêmes origines. Et les mêmes vibes, hein. Et même, oui. C'est important. Et du coup, paf, ça a pété et ça s'est rencontré. Et alors, effectivement, il y a ce truc de Actuel Nova qui était aussi à l'époque une antenne qui était assez puissante en région parisienne, pas que dans Paris. Et donc, du coup, effectivement, ce truc arrive et sort du sol comme un champignon. Ouais, et ça devient effectivement, ça devient évident pour c'est évident, c'est-à-dire que dès cette première soirée, cette culture, ce mouvement, cette énergie, elle était là et bien là, et elle était mûre à point. Enfin, c'était son moment, quoi. Si vous avez envie de vous inscrire, vous savez ce qu'il y a à la clé et ça vous plaît. Le Globo va réunir, comme tu le dis si bien, les milieux qui se sont rencontrés autour de cette culture, mais un peu de manière cloisonnée. Exactement. Et qui là vont pouvoir enfin exprimer ce qu'ils ressentent ensemble dans ce chaudron qui a été le Globo. Ça a décloisonné, enfin le truc s'est décloisonné à ce moment-là. Ouais. Mais voilà, enfin je l'ai dit, mais voilà, le truc est arrivé c'est par hasard de la vie, mais c'est arrivé à l'instant T, quoi. Ouais. Oui, complètement. Tout était mûr des deux côtés pour que ça explose, quoi. D'ailleurs, on peut s'interroger, c'est arrivé à l'instant T. Moi, quand je regarde l'histoire d'un point de vue totalement extérieur, je me dis, il y a une soirée hip-hop qui est organisée par toi, entre autres, qui est dans le funk. Ouais. Et Jacques Massadian est un peu derrière tout ça. Ouais. Pourquoi il se dit, je vais faire appel à des mecs du funk pour organiser un truc hip-hop? C'est ça qui m'intrigue. Mais en fait, c'est du du ricochet. Parce que le truc, c'est que Actuel Nova commence Actuel, ça commence en 76, 77. Ce sont toujours des... il faut voir l'histoire de Jean-François Bizot, qui est quand même un mec assez extraordinaire, qui a toujours été quelqu'un qui a été un espèce de découvreur de courants, de tendances, de dandy, c'est un dandy, de talent, le mec il est toujours... C'est une sentinelle un peu. Ouais, c'est le mec truc vraiment avant. Le mec il avait tout le temps le nez qui traînait dans tous les trucs, il flairait les bons coups, il avait une vraie sensibilité il commence dans les années 70 avec les hippies, je veux dire, ils habitent quand même dans un manoir à Saint-Maur où il fait venir les mecs habiter en communauté, tous les journalistes d'Actuel Nova vivent en communauté à Saint-Maur, donc il y avait plus d'horaire de travail, quoi. Les mecs ils pouvaient bosser à minuit, à 2h du matin, ils fumaient des mois, après ils se mettaient à travailler. Enfin, c'était un autre, il avait tout décadré le truc. Et si tu veux, nous, on grandit intramuros, on est là, on cherche du funk, on trouve pas du funk, on trouve une pépite, on trouve un zap band, on trouve un disque de machin, Chant-disque, croco-jazz. Chant-disque, croco-jazz, les puces de Saint-Ouen, les foire-fouilles de je sais pas quoi, enfin tu vois. Et effectivement, Bizot, il voit des mecs comme nous et il dit attendez, mais vous, ça fait votre truc là, déjà venez voir par là. Déjà, allez, les feuilles du marais, comme ils nous appelaient, hop, restez là, bougez pas en bas. Et puis, de l'autre côté, il entend, parce que c'est Bizot, hein, il entend, il y a un mec qui fait des free parties le dimanche à Stalingrad. À Stalingrad. Samedi. C'est le samedi ou le dimanche? Il me semble que c'était le samedi. Ouais, il me dit, allez voir ce mec. On dit ok. Et comme je te l'ai dit dans l'interview, nous on est DJ, donc ça nous faisait chier. On va aller chercher un DJ pour nous remplacer à nous, t'imagines? On y va quand même, on y va reculons. Ouais, c'est ça, on y va reculons. Et puis parce qu'on avait fait pas mal de soirées, ouais. Puis pour la gestion et tout ça. Puis l'énergie aussi, on avait du public, on avait voilà. Et donc effectivement, Bizot qui d'abord nous capture, nous met dans son truc et nous dit allez voir Dynasty. Et là on va voir Dynasty. Et là on dit ouais effectivement le mec il est juste ouf quoi. Le mec il a des trucs de dingue. Et donc on fait cette soirée avec lui. Mais donc voilà, donc si tu veux c'est Bizot qui réunit les Feuilles du Marais, Dynasty, une ou deux personnes et puis Actuel Nova derrière avec Bernard Zécry qui avait toute sa culture new-yorkaise, qui lui habitait, avait monté le label Celluloid. Celluloid started in 77. We met with
Jean-François Bizot, who does not say nothing to you probably, he's very famous here, was a media guy who invested his time, money and energy with me on Actuel magazine. And he introduced me to a guy named Gilbert Castro. Tout ça fait que tout ce dispositif qui est en place... C'est celluloïd qui avait produit Break Machine. Oui. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Et tout le dispositif est en place, mais effectivement, il faut rendre le truc à César. C'est Jean-François Bizot. Qui s'est dit, le hip-hop, c'est un truc qui va monter là, il faut s'intéresser. Pas forcément le hip-hop, mais il s'est dit, il a entendu parler de ça, lui, il nous a vu genre... Il y a un truc à faire avec ces gens-là, on sait pas trop ce que ça va faire, mais bon, il faut aller par là, quoi. En fait, on a fait un peu de bruit, quoi. Il y avait des trucs visibles, il y avait des tags un peu partout dans la ville à Paris qui apparaissaient, t'avais des gens qui les regardaient, ils pensaient que c'était des écritures rebeux, ils disaient, ouais, ils écrivent en arabe sur les plans de métro, tu vois, ça commençait. Et il y a eu quelque chose en termes de visibilité qui apparaissait, il y avait des danseurs un peu, qui se manifestaient un peu au coin des rues, les gens voyaient ça. T'avais à Beaubourg, t'avais tous les mecs qui dansaient l'après-midi. Bien sûr, et puis il y avait déjà eu à Chipper à choper aussi, qui avait permis au grand public de découvrir un peu et de sentir un peu le truc. Et il y avait une sorte de buzz comme ça dans la cité qui se manifestait, et je pense que Bizot a dû le capter, effectivement, très fort même. Ouais, mais de toute façon, Bizot, c'était pas son premier coup d'éclat. Il a déjà fait des trucs avant, et puis là, en continuant dans son truc, il dit tiens, voilà, il y a ça. Jean-François Bizot, après avoir été le gourou du baba dans les années 70 et le pape du techno dans les années 80, t'en es où maintenant? J'en fais des caricatures. Et tu vois, une fois que ça finit, t'as pas la volonté de reprendre un peu le truc ailleurs, de refaire ce genre de soirée, genre vraiment hip-hop? On a continué à faire d'autres trucs, mais après, nous, c'est vrai que nous, ce qui nous faisait vraiment kiffer aussi, c'était le funk et c'était la scène, quoi. Du coup, c'est vrai que après, ce qui s'est passé, c'est que Malka Family a quand même bien éclaté au niveau international. Et on est parti sur 7, 8, 10 ans de tournée qui nous ont emmenés un peu partout dans le monde. Donc c'est vrai que c'est un peu une autre vie. C'est vraiment ça qui nous éclatait aussi. On va dire que Dynasty, même si je continue à faire un peu de DJ de temps en temps, tout ça, mais voilà, sont plus troquer mes platines contre ma guitare. Ouais. Et à l'inverse de Dynasty qui avait fait le chemin inverse. Et du coup, qu'est-ce que tu penses il y a cette idée un peu qui est émise par certains que peut-être toi et Dynasty, vu que vous étiez plus jeune que Jacques Massadian, peut-être vous êtes fait un peu, entre gros guillemets, manipuler, c'est peut-être lui, il s'est servi de vous pour arriver à certaines fins. Alors, vu que toi t'es de l'intérieur, t'es mieux placé pour en parler. Alors, moi je vais te dire un truc, il y a eu 2 périodes. Il y a la période Frères Body and Soul et il y a la période sans les Frères Body and Soul chez Roger. Vu de l'intérieur, nous quand on l'a créé avec Massadian et Dynasty et même Loïc Dury qui est venu, qu'on a fait rejoindre les Frères Body and Soul, qui Actuel Nova voulait pas du tout de Loïc au départ de l'action. C'est nous qui avons insisté pour qu'il soit avec nous. On est dans un mode comme nous on a l'habitude de faire, même dans Malka, tout ça, dans un état d'esprit où c'est collaboratif à 100%. Alors, mais il faut jamais oublier que Massadian est le responsable à l'époque, il est responsable de la publicité chez Actuel Nova. Donc c'est la personne qui, on va dire, qui a le plus de au niveau du business, qui est le plus business de tous, voilà, quoi, tu vois. Plus d'expérience. Ouais, et puis qui a un truc de businessman, ouais, quoi, tu vois. Il a une vision, quoi. Il a une vision business. Il sent qu'il y a du fric à faire, il sent qu'il y a un truc comme ça. Bon, on va pas dire que tout le monde aime le fric. Nous aussi, on était contents de gagner du fric. Chez Roger, c'est organisé par les frères Buddy and Soul, ils sont 7, Laurent, Jacques Massadian. Effectivement, il a quoi? Il a 20 ans de plus que nous, peut-être 23 ans, 25 ans de plus que nous. Il a une autre vision du truc, ouais. Il a une vision, il a tout de suite, le mec, il est responsable de la publicité tu vois, de la régie publicitaire d'Actuel Nova, il sait qu'il va faire du blé avec ce truc-là, tu vois. Mais en même temps, c'est ce que je disais aussi, que même pour Marie-France Béliard, il sent qu'il y a un truc
de ouf, un truc fun, il y a un truc et puis plus que fun, il y a un truc, il y a une vraie énergie de société, de sociétal, quoi, tu vois. Et comme Actuel, c'est aussi un magazine de société, ils ont besoin de cette résonance-là, de coller à ce genre d'énergie, de coller à ce genre de mouvements sociaux, d'émergence sociale qui. C'est un peu leur ligne. Ça a toujours été leur ligne. Ils ont commencé avec les hippies, tu vois, ils ont toujours évolué, tu vois, avec les punks, après machin. Okay. Donc c'est leur manière de rester à jour un peu, quoi. Oui, exactement. Et de coller le magazine s'appelle Actuel. Ouais, bien sûr. C'est l'accès actuel, la tendance actuelle, la couleur actuelle du moment, quoi. Mais là, tu parlais un peu... Et donc, du coup, par rapport à ta question, excuse-moi, j'y reviens, il n'y a pas... Nous, tant qu'on est là, on va dire que c'est nous qui avions la caisse, le pognon. Voilà. C'est pas Actuel. Tant qu'on est là, on maîtrise la caisse, on maîtrise le pognon, on organise les soirées, on se distribue tous les matins, je sais plus, on se distribue un peu de fric à chacun, et on gardait une caisse commune pour continuer à louer la salle, pour acheter les alcools, pour faire des trucs, et puis on sait pas, enfin tu vois, on sait pas ce qu'on en fait. Après, ce qui se passe, c'est que quand Jacques Massadian commence à péter un peu un plomb en disant chez Roger c'est moi, tout ça c'est moi, machin, dans l'été 87, qui veut arrêter l'alcool, qui veut faire ses cartes de membres, il veut un peu plus, justement nous qui sommes de la culture du mélange, on veut pas cette ghettoisation de ce lieu, quoi. Parce que si le lieu était respecté, s'il n'y a jamais eu aucune tension, enfin il y a eu des tensions mais jamais aucune bagarre, aucun truc alors qu'il y avait des profils complètement ouf, aucun truc dégueulasse pendant 6 mois au Globo, c'est parce que justement c'était un truc de mélange et que on donnait accès à des gens qui voulaient pas perdre la possibilité de continuer à des choses qu'ils n'avaient jamais accès. Ils l'auraient pas retrouvé ailleurs tout de suite, quoi. C'est ça. Et donc du coup, il y avait un vrai respect. Les mecs, ils venaient me voir, ils me disaient toujours, moi j'aime me battre boulevard de Strasbourg, mais à l'intérieur, je ferai jamais rien, quoi. Il y avait cette idée-là. Ouais, complètement. Ouais. Si on a des choses à se dire, on se le dira dans la rue, mais jamais à l'intérieur. Après aussi, ce qu'il y avait, c'est qu'à l'intérieur, t'étais quand même géré par les Panthers. Oui, après t'avais les Panthers, mais après aussi t'avais les Panthers, mais ça a quand même dégénéré. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand nous on est partis, effectivement, c'est en toute modestie, cet esprit aussi est parti. Et donc effectivement, le truc, c'est un peu ghettoisé. Massadian et Actuel ont pris la main sur le pognon. Ouais. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, je n'en sais rien. Et c'est très bien que tu le dises, parce que c'est vrai que j'avais un peu rebondi sur cette rhétorique-là du corps, de l'esprit, de l'âme, donc les body and soul, le corps et l'âme, et l'esprit était bien évidemment dans la salle. Et c'est ce que j'ai dit dans un Dynastyle en introduction à un moment donné. J'ai dit à un moment donné au Globo, l'esprit n'était plus là. Eh oui. Et voilà. Et c'est cet esprit-là que j'invoque à chaque fois que je prends le micro, que je monte sur scène, quand je suis sur une scène. Et effectivement, c'est quelque chose qui est performatif. Parce qu'on a connu ça, on a rencontré cette énergie, on est en mesure de la restituer. Et moi, cette énergie, je la ressens quand je vois jouer la Malka sur scène, quand je suis dans cet environnement-là, festif, protéiforme, de divers horizons sociaux, qui apportent de l'énergie positive. En tout cas, voilà, ce que tu dis, c'est jamais arrivé, nous, pendant la période où on était là, parce que c'était pas l'esprit de nous, c'était un esprit, je dirais... en toute pas jeune communiste, mais il y a un côté un peu genre voilà, nous l'argent il est là, voilà, le matin on se distribue tant. Ah oui, tu parlais vraiment par rapport au fric. Bah oui, parce que moi je voyais plus le côté, tu sais, on ferme, on fait une carte de membre, etc. Mais ça rejoint ça. Ça rejoint ça. Et le truc, et tout est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a de l'alcool parce que les branchés ils aiment bien boire un coup quand ils dansent, et parce que t'avais du people quand même dans ce club. Il suffit que tu vires l'alcool, bah tu vas plus avoir de people, et puis tu vas avoir voilà. Et donc quand on est parti, on a filé la caisse, on a restitué la caisse à Jacques et Actuel. Et effectivement, je pense que le côté où les embrouilles ont commencé à naître entre Dynasty et la direction d'Actuel, je pense qu'elle vient de là. Quoi. Et justement, tu parles niveau argent. Ouais. Je me dis, bon, Actuel Nova, c'est quand même des groupes qui avaient les moyens. Oui.
est-ce que vous génériez assez d'argent pour que ça soit intéressant pour eux, ou c'était plus vraiment qu'ils faisaient ça pour leur image et rester dans le coup? Bah non, en fait, si tu veux, une soirée comme chez Roger, ça fait rentrer du fric, mais ça fait surtout rentrer de l'image. Ouais, c'était plus pour l'image pour eux. C'est vraiment de l'image, quoi. C'est-à-dire que Actuel, à l'époque, tu sais, ils dépensaient du fric. Quand il y avait un concert à l'Élysée Montmartre, machin, t'avais les bannières Nova Actuel et tout, eux, ils dépensaient de l'argent pour ça. C'est-à-dire que là, ils avaient un truc qui leur apportait de l'argent, et en plus, ils pouvaient mettre leur bannière sans dépenser. C'est-à-dire que c'était un triple. Nova Production. Ouais, c'était un triple bénéf pour eux. Et puis surtout, c'est qu'il y avait, comme je t'ai dit, et puis comme on est là, on en parlait 30 ans plus tard, c'est que le truc était tellement puissant, quoi. L'énergie en place était tellement puissante que tout le monde voulait s'approprier ce... Ouais. Tout le monde voulait dire j'en étais, quoi. Bah oui. Même juste en tant que client, certains. Il y en a qui disent qu'ils y étaient alors que c'est pas vrai. Mais toi, d'un point de vue personnel, sans donner une somme exacte, mais tu prenais vraiment de l'argent, c'était vraiment très rentable d'un point de vue personnel pour toi? Bah nous, en fait, tu fais un calcul, c'était pas très compliqué, c'était 40 francs l'entrée. On avait entre 800 et 1000 personnes tous les vendredis soirs. Il y avait un peu d'invites, il y avait une centaine d'invites quand même. Donc t'avais 30 000 balles, quoi. On faisait, à l'époque, on faisait 30-40 000 francs par soir, qui serait l'équivalent de, je veux dire, aujourd'hui, 20 000 euros peut-être par soir, tu vois. Et quand t'as payé la sécu, les boissons... Alors tu payes la sécu, tu payes la salle, tu payes le bar, tu payes un peu de promo qu'on faisait la semaine parce qu'ils vont fabriquer des trucs et tout ça. Mais oui, et puis on était, les frères Body and Soul, je crois qu'on était 7. Ouais. Tu vois, on était tous à part égale, genre il n'y avait pas de genre, tu vois. Donc on se prenait, je pense... On avait 3000 balles, quoi, par soirée, 3-4 000 balles. Non, mais parce qu'on gardait une caisse commune parce que la salle, je crois qu'on l'a payé 6 ou 7 000 francs, je crois, le soir. Enfin, tu vois, on avait des frais. On avait acheté toute une vaisselle aussi parce qu'on voulait pas de gobelets en carton et de conneries à la con. Un peu de la location de la sono, tout ça. Donc tu fais un calcul, ça rapportait, à l'époque, on va dire qu'on vivait bien. Tu vois, tu vois, en faisant cette soirée, on vivait bien. Ouais, en tant que j'ai la vingtaine et tout, c'est cool de prendre exactement. ça. Et puis en plus de ça, voilà, une fois que quand tu fais une soirée comme ça, tu payes. Après, il y a un truc un peu kiff, c'est que partout où tu sors la semaine, tu payes nulle part, quoi. Ouais, tu dis c'est moi qui fais cette soirée. T'as un statut, t'as même pas besoin de le dire. T'as même pas besoin de le dire. T'arrives, on t'ouvre les portes, on t'offre à boire, machin. Enfin, tu vois, t'es dans un moment de grâce où. Official, avant tout. Ouais, t'es un official, quoi. Ça vaut ça, ça a valeur, ça. Tu vois, ça a quand même une super valeur, quoi. Pour nous, on a 20 ans, on est là, on se la pète un peu, voilà. Et du coup, quand le Globo se finit, on voit direct l'impact, c'est qu'il y a plein de soirées qui pullulent. Il y a les soirées du Zoupsi, on va parler du Chapiteau, etc. Donc toi, Aaron, t'as connu le Globo. Ouais. Tu vois cette évolution d'ambiance après Globo où tu dis, ça et le hip-hop, c'est un truc où il y a des soirées où je peux commencer à aller à des endroits. Ouais, alors moi, après Globo, je vais beaucoup en sonde. Je me rapproche plus de l'univers du sound system. C'est là que je rencontre Bonnie. Ouais, c'est plus proche, quoi. Ouais, c'est plus proche de ce qu'on faisait. Ouais, Common Chroma Sound System où t'as effectivement plus de mélange, plus de... C'est plus proche, ouais. Mais plus peace, quoi. Quoique des fois, quand c'était vénère entre dread, ça partait freestyle de ouf, quoi. Mais relativement plus peace que sur la fin du Globo. Moins de stress peut-être en début de soirée ou tu vois ou autour ou aux alentours. Et en même temps, je vais beaucoup au teuf de la Malka. Puisque je suis beaucoup Joe, Woody, Laurent, toute la Malka en reste, Daniel. On commence nous ce qu'on appelle les discos mobiles, quoi. Les discos mobiles, ouais. Puis on bouge en bus, on va toujours en soit chez l'un, chez l'autre. Ce qu'il faut dire, c'est que la différence, enfin après si je peux intervenir là-dessus, c'est la différence après chez Roger, c'est que nous quand on faisait chez Roger, ce qu'on appelait, c'est qu'on louait la salle. On louait une salle. On louait le Globo, on louait le château d'eau, là, les étoiles. Les étoiles, voilà. Ce qui fait un esprit totalement différent, parce qu'après Zoupsi, tout ça, c'est au Bobino. Et ce sont des clubs. Ce sont des clubs qui ont une direction, qui ont un bar. Donc les organisateurs, ils maîtrisent pas vraiment ce qui se passe dans la salle. Et nous, on a toujours voulu louer la salle, avoir notre propre bar, pour savoir
qui on invite, combien on l'invite, si on veut le rincer toute la soirée, on le rince toute la soirée parce que le mec il nous éclatait, ou la nana elle était trop sympa, ou tu vois. Et donc du coup, on prenait possession de ce lieu. Et donc il y a aussi, ça revient à l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit, il est protéiforme, et du coup, il y avait tous les esprits qui étaient réunis dans cette salle de fête. Quand les mecs derrière, ils font le Zoupsi ou je sais plus quoi, ils sont dans des clubs qui ont une direction, quand un bar qui est géré et administré par la direction, donc c'est tout de suite un peu plus froid. Ouais. Ça réintroduit de la verticalité, quoi. C'est tout de suite un peu plus froid. Moi, je suis allé 2-3 fois aux Zoupsi ou je sais plus quoi, j'ai oublié les noms de ces soirées. Franchement, en toute modestie, je me faisais un peu chier. Ouais, t'es pas le problème de dire ça. Il disait que le public était moins réceptif. Ben non, parce qu'il y a t'es dans une boîte de nuit. T'avais les soirées Zoupsi, mais t'avais les soirées Sardines. Donc c'était les Black Panthers qui étaient à l'entrée. T'avais tout un microcosme où t'avais les Mice 44, les Coquines, et plein d'autres, tu vois. Et on m'a toujours présenté les soirées Zoupsi comme étant les soirées où la hype parisienne, grosso modo, rencontrait l'underground, tu vois. Alors j'avais vu, bien sûr, au Globo, le truc, bon, et c'était là, et c'était festif, et c'était bien cool, mais je me suis dit, le Zoupsi, qu'est-ce que ça devait être, tu vois. Donc j'ai toujours un peu fantasmé le Zoupsi comme étant une soirée vraiment... où là, d'un seul coup, quelque part, si je peux dire, l'élite du hip-hop français qui va émerger dans les années 90 va tu vois, c'était va bien, vraiment, c'était la suite, il y avait du monde, mais moi, j'y suis allé... Canal, par exemple. J'y suis allé 3-4 fois, franchement, je me suis toujours un peu ennuyé là-bas, quoi. D'accord, c'était pas le Globo, quoi. Non, ouais. non. Globo, faut savoir que t'avais des jump-up où toute la salle sautait, je l'avais déjà expliqué, sur le 4e temps. On se faisait des jump-up massifs, à 400 dans le Globo, où tout le monde sautait sur le 4e temps en même temps. Les mecs, entre-temps, tapaient des phases de top rock, et puis tout le monde sautait en même temps. Des trucs de dingue, quoi. Qu'on a expérimenté un peu en Allemagne avec quelques potes qu'on retrouvait dans les boîtes de Pforzheim ou de Karlsruhe. Et à chaque fois, les gars venaient nous voir en nous disant ils nous prenaient pour des ricains, carrément. Tu vois, ils étaient en train d'halluciner, qu'est-ce qu'ils font et tout. On se retrouvait à des gars, 4-5 gars qui avaient connu le Globo. On s'était connus au Globo, on se retrouvait en Allemagne, conscrits. Et donc, dans les clubs allemands qui jouaient beaucoup, pour les GIs aussi qui étaient là, donc beaucoup de musique, de peura, de funk, etc. Voilà, on tapait les phases qu'on tapait au Globo. Et les mecs, bon, ils venaient nous voir en pensant qu'on était des ricains, quoi. De quel quartier tu viens? T'es d'où? Tu vois, ils pensaient. On disait non, on est de Paris, quoi. Donc, Paris, ils hallucinaient. Et c'est vrai que les Zoupsi, donc j'ai pas connu. Mais moi j'étais son de système, ambiance plus. Nous aussi, je pense que nous, on faisait des discos mobiles dans des endroits pareil qu'on continue à louer pour gérer, pour pouvoir vraiment avoir la main sur le truc et savoir qui on voulait inviter ou pas. Et les sons de système que j'adorais aussi parce qu'il y avait aussi cet esprit, quoi. Ouais, total. Plus que dans les boîtes de nuit où tu te faisais chier un peu. Moi, mais déjà fallait y rentrer. Toujours fait chier. Toi, tu chier. Toi, tu rentrais. Mais je me suis toujours fait chier dans la boîte de nuit. Même les sélections, hein, j'ai pas connu le Palace de 77 parce que j'avais 11 ans et demi, mais apparemment ça c'était bien ouf. Il y avait Clinton qui avait joué à l'époque. Oui, il y avait Prince qui avait joué. Il s'est fait jeter d'ailleurs, mais les grands frères, enfin moi qui est les grands frères de mes potes qui me racontaient le Palace 77 avec vraiment les vrais DJ ils jouaient des trucs de funk de ouf que personne n'avait à Paris ni en France, et il y avait des soirées mémorables au Palace, quoi. De ouf. Donc à part quelques périodes comme ça ou quelques nuits au bain-douche où ça peut être vraiment ouf aussi à cette époque-là. Voilà, moi je me suis toujours fait chier en boîte de nuit. C'est pour ça que à chaque fois nous on organisait des trucs, que ce soit chez Roger ou les discos mobiles ou tout ça, il fallait qu'on ait le contrôle sur tout, quoi. Pour non pas pour contrôler, mais justement pour organiser le décontrôle, quoi. Comme tu voulais, comme vous l'entendiez, pour que ça puisse partir en couille, quoi. Pour que la chimie se fasse. Et du coup, en dehors du monde de la nuit, toi qui as connu le creux de la vague du hip-hop dans son ensemble, après cette période Globo, tu sens qu'il a une place différente? Il y a encore un temps, je dirais, un temps un peu long, durant lequel, pour ce qui est du rap, j'ai pas l'impression que la réception a été suffisante, et il n'y a pas de relais, il n'y a pas de courroie de transmission par rapport à des personnes qui seraient tentées de nous produire, c'est-à-dire de nous offrir les moyens de faire notre zikmu, quoi, à l'époque, au niveau du Peura.
Et c'est vrai que à cette époque-là, Lionel, très régulièrement, qui s'épuisait un peu sur le micro en demandant qu'il y ait des producteurs qui se penchent un peu sur ce qu'on faisait, était très, très en attente par rapport à ça. Il était déjà un peu plus vieux. Ça faisait quelques années déjà, depuis 85, qu'il rappait en français. Et donc, en 88, il était toujours dans l'attente que quelque chose se produise, quoi. Donc, ça va lui être permis par Nova, puisque Dynasty va produire son album dans les studios de Nova. Et son album sortira en 91. Faut savoir 90. Ouais. Faut savoir qu'on est avec un rappeur qui a commencé à rapper publiquement en 85. Qui avait déjà un bon niveau. Tout va s'accélérer en 90. Et tout va s'accélérer en 90, voilà, c'est ça. Et nous, on était un peu, on pédalait dans la smoule, quoi, si je puis dire. On était là, on fait des textes, on freestyle dans les rues, on prend un micro quand il y en a un, on va en sonde, mais il n'y a rien vraiment qui se décante, quoi. Et on n'avait pas accès, donc, aux moyens de prod. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai senti vraiment un deuxième creux de vague, vraiment plus personnel. Mais par ailleurs, d'autres ont commencé justement à avoir les moyens d'avoir accès à, et ont pu... Le hip-hop avait peut-être fait plus sa place dans la société quand même à cette époque-là. Oui, comme quelque chose... Oui, largement, oui, bien sûr, parce que le Globo y avait largement contribué. Il y avait une autre image. Bon, il y avait aussi l'image des Zoulous qui était véhiculée, qui est venue aussi casser un petit peu l'image lycée bisounours, HIP, HOP, mais de manière caricaturale, encore une fois. Tu vois, et c'est dommage du reste. Et finalement, je trouve que tout cet éventail de profils qu'on pouvait croiser, finalement, aura été très restreint dans le choix qui aura été opéré par ceux qui vont émerger par la suite sur la scène internationale et vraiment éclater l'idée et représenter le truc. Mais il faudra d'ailleurs du temps, puisque si Solar est un succès commercial dès sa sortie, pour NTM, il faut attendre le 3e album plus de temps. Pour que ce soit bankable. Et toi, Joe, quand tu sors du Globo, quel est comment tu vis? Est-ce que tu vois l'évolution du hip-hop avant que tu aies rencontré? Parce que forcément, vu que tu as participé à ça, j'imagine que tu dois avoir un regard différent après. C'est-à-dire que ce qui est vachement intéressant, c'est que on parle de la musique, mais le hip-hop, c'est multi-artistique, quoi. C'est-à-dire que c'est plus artistique. C'est-à-dire que il y a la danse, il y a le graphe, il y a le lifestyle, il y a la sap, il y a Ticaret, il y a le DJing. Il y a le DJing, il y a plein de trucs. Et ce qui est fou quand le Globo se fait et arrive, c'est que il y a la musique, mais il y a toute la culture aussi qui explose. Et quand t'as des mecs comme Jean-Paul Goutte qui viennent le vendredi soir au Globo, quand t'as des stylistes comme Adalaya, machin, là, le mec, il voit les gamins avec des grosses baskets, il voit des kangols, il voit des survêtements, il voit des trucs et ils disent ah ouais non en fait c'est pas pourri, c'est pas que pour aller faire ça commence à les c'est pas que pour aller faire de la gym, il voit du graphe, il voit des mecs en train de danser sur eux-mêmes, faire la toupie et des trucs comme ça. Et donc du coup, c'est toute la culture qui explose, la culture hip-hop qu'on va retrouver après dans les pubs, ou qu'on va retrouver après dans les défilés, dans les créations, dans les défilés, dans les créations. Ça commence là en fait. Tu vois, et parce que justement chez Roger au Globo, il y avait les acteurs et puis il y avait les spectateurs. Et les spectateurs, ils ont vu arriver ce truc et les spectateurs étaient effectivement, grâce à Actuel, Nova et l'espèce de mélange parisien, étaient des avant-gardistes, quoi. Des faiseurs d'images. Ouais, des faiseurs d'images. T'avais des gros faiseurs d'images qui venaient le vendredi soir pour danser. Donc ça explose à ce moment-là. Alors après, effectivement, après, nous qui étions de culture funk et intramuros, on s'est fait pas mal de potes, donc notamment Iron. Après, il y avait eu quand même un peu aussi, on était un peu potes avec la famille Cassel, c'est-à-dire Mathias et Vincent, donc Assassin, Solo. Donc si tu veux, dans cette culture de mélange, on s'est mélangé avec des gens qu'on connaissait pas. On est ressorti fort de tout ça parce qu'on a rencontré des gens hyper passionnants, hyper intéressants, hyper passionnés. Et donc du coup on continue ces années de 87 à 90 où nous on continue notre chemin, on continue à répéter, mais voilà il y a Iron, il y a Joey Star qu'on connaît, il y a j'ai pas tous les noms en tête quoi, toute cette émergence. Rozov même. Mais Juan Rozov il était quand même très externe à tout ça quoi. Mais de ce qui ressort du Globo, voilà, on continue. Sydney même.
Sydney, déjà. Ouais, Sydney. Mais si tu veux, on continue à évoluer avec nos nouveaux amis, nos nouveaux cousins, on va dire, du funk d'aujourd'hui. Et donc voilà, le premier album de Tous des Oufs, on fait un morceau avec Iron et Shoes. Ça s'est fait sur le... nous, on continue aussi avec Dynasty aussi. On a fait des remixes avec Dynasty dès 91. On a gardé une trace enfin pas une trace, mais même plus qu'une trace. On a gardé et puis on a vu. Moi, j'étais là quand je sais plus. Je pense que j'étais chez Mathias Cassel, chez King Squat. Quand Cool Chain, ils ont reçu le test pressing de J'ai touché Nick ta mère. D'accord. Je le vis, ce truc. Je le vis. C'est pas moi, c'est pas ma musique, parce que moi je suis plus du funk, mais je le vis avec eux, et puis je le vis en tant qu'acteur, parce que j'aime cette musique aussi, quoi, tu vois. J'aime cette musique que je ne connaissais pas vraiment, à part Grand Master Flash et Sugar Hill Gang, et un peu de, tu vois, quand je vais arriver Public Enemy la première fois, je fais, c'est quoi ce truc, quoi. Là, tu l'as vécu de l'intérieur, quoi. Et ça t'a marqué un peu pour le reste. Bien sûr, ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Complètement. Bah oui, ça a fait ce que je suis aujourd'hui, quoi. Il y avait eu, en plus, au bain-douche, en 85, il y avait eu une pure soirée. Il y avait eu Houdini et UTFO en première partie. Et les gars de Untouchable Force Organization, donc UTFO, c'était aussi des cœurs-brés et des danseurs de ouf. Et moi, j'y étais pas, mais Shoes y était. Moi, je l'avais enregistré sur Radio 7 parce que le concert avait été diffusé en live sur Radio 7 en même temps. Donc, je l'avais enregistré. C'est une cassette que... Je crois que Shoes m'a péta. On réglera ça plus tard. Mais il y avait eu ce concert magnifique, le TFO Houdini au bain. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup, finalement, de représentation live, mais ça a quand même pris. C'est-à-dire que petit à petit, tu vois, nous qui quittons le Globo et qui faisons notre vie de mannequin familier, de tournée internationale et machin, petit à petit, tu vois, on voit, voilà, je te dis, je vois arriver le premier maxi, J'ai touché Nick ta mère. Après, je vois arriver donc solo Assassin. Après, je vois l'émergence musicalement de tout ça avec des trucs vraiment que je trouve hyper fort, vraiment balèze et que j'adore. Il y avait qui aussi, les Sages Poètes de la rue. Il commence à avoir pas mal de... 91, ils ont sorti. J'ai écouté les Sages Poètes. Et si tu veux, tous ces trucs commencent à sortir 91. Un peu. Évidemment, Rap Attitude 1. Tout ça, enfin voilà, Cool Session, ensuite. Ouais. En fait, tu vas grandir le truc que t'as vu petit. Tu te dis, ah ouais, j'étais là à un moment, et puis là, ça devient immense, quoi. Ben ouais, parce que, comme je disais, on avait un open mic tous les vendredis soirs, et moi, je leur file le micro, quoi. Moi, je gérais un peu la sono du truc, j'arrivais avec le micro, je sais plus, c'est vers minuit, 1h du matin, je leur filais tous le micro. Sans aucune rage, à vous aimer pour toute la vie. Même qui sort tout tel d'écrire, rappelant à tout ce que je suis cool. Vous savez que la pérenne, que jamais ça ne saigne, et qu'à tout son enseigne, que cette qui est mienne et la tienne. Est-ce que les soirées du Dynastyle à partir de 2021, c'est pas un peu chez Roger Bis? Donc, tu vas pouvoir répondre à ça, Iron, vu que tu as vécu les deux. Après, pour les personnes qui faisaient le parallèle, moi je trouve que, alors certes, il y a des points communs, il y a des gens qui rappent, il y a Dynasty, il y a des cercles qui se formaient et tout, mais en termes de statut, c'est très différent. Parce que le Dynasty de 87, il a pas le même statut que le Dynasty de 2021. Tu vois, c'est pas un mec il est toujours là, il mixe et tout, il balance les vinyles et tout, mais c'est pas quelqu'un qui va te faire découvrir une nouvelle musique. C'est quelqu'un qui a un statut et tu viens le voir il peut te faire découvrir des morceaux, mais tu viens le voir pour une énergie que tu connais. Et les mecs qui sont dans la salle, ils sont nés dans le hip-hop. Et enfin, dans le hip-hop, c'est large. Mais en tout cas, ils sont nés dans la musique rap, quoi qu'il arrive. Et donc, pour moi, c'est déjà deux statuts très différents. Oui, ils connaissent beaucoup les sélections qui sont jouées, si c'est pas par cœur. Et voilà, et puis bon, entendu des milliers de fois. Là, on est une soirée hip-hop parmi tant d'autres. À l'époque du Globo, il n'y a qu'une seule. Voilà, il n'y a que ça. Donc, c'est très différent. Incontournable. Et puis, comme tu l'as dit, Dynasty était déjà un peu iconique dans le milieu à l'époque, mais là, il l'est complètement. Et c'est pas le même relationnel et pas le même rapport qui s'est Même si les soirées se faisaient avant la série, ça a changé aux yeux du grand public, son côté iconique. Voilà. Mais voilà. Donc, toi qui as vécu les deux,
On va pas dire qu'elle a été la meilleure, ça a pas de sens. Non. Mais comment tu as vécu ça, les différences, les points communs qu'il peut avoir? Bah, le Globo, c'était la meilleure. Voilà, ça commence. Non, mais je déconne. Non, mais c'était en termes de points communs, c'est l'énergie, les gens qui y vont pour trouver quelque chose, qui se fait un peu sur le vif, sur le grill, avec beaucoup d'imprévus et beaucoup, notamment dans des sélections que Dynasty peut jouer. Oui, ou même, par exemple, rien que pour le cercle de danse, il n'était pas prévu. C'est juste qu'il y avait un problème d'enregistrement. C'est ça. Les mecs pouvaient pas rapper, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour gagner du temps? Ils ont mixé, et puis les mecs se sont mis à danser. L'ingé son est venu nous voir en disant, on peut pas commencer maintenant, parce que j'ai réinitialisé la table, et le temps que la procédure se fasse, vous avez 20 minutes devant pour chauffer la salle. Quand on est sur scène, on fait merde, le Dynasty peut pas commencer, les rappeurs veulent monter, mais on leur dit non, on pouvait pas monter, on est obligé d'ambiancer en mode faut danser quoi, tu vois. Donc, et là t'as 700 personnes qui regardent, qu'est-ce qui se passe quoi. Là, c'est exactement ça. Et c'est les danseurs qui ont pris le relais quoi. Et c'est les danseurs qui ont pris le relais, tu vois. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Il y a un truc, et puis après, effectivement, quand les mecs sont venus rapper, la salle était déjà plus chaude, parce qu'il y avait déjà eu des, entre guillemets, des starters dans la salle, tu vois, qui avaient commencé à allumer des feux à droite à gauche. Donc ça bougeait beaucoup plus, et ça a donné quelque chose qui a été une osmose entre les mecs qui étaient sur scène aussi qui mettait le feu au platine. Idem qui a tout défoncé aussi, parce que lui il cut, il rappe en même temps, enfin voilà. Il est assez phénoménal quoi. Ouais. Moi j'ai pas pu assister au Dynasty Style, mais ce que j'en ai vu grâce à tes images, moi ce que je vois c'est Roger c'était une explosion et là c'est une transmission, c'est-à-dire que là ce qui est formidable quand je vois le Dynasty Style, c'est que je vois Daniel qui a je sais pas 60 ans ou je sais pas combien qui continue à balancer des trucs. Mais il y a surtout tous ces jeunes qui sont là. Ouais, il y a des gens, ils ont 19 ans qui viennent rapper sur scène. Donc si tu veux, là on est dans une phase de transmission qui est formidable. Moi je trouve que c'est génial. Ce que je vois, c'est que je vois de la transmission, quoi. Je vois des fois il y a 2 générations d'écart, quoi. Ouais, facile. Ouais. Tu vois. Et ça, ça veut dire que c'est fort. C'est fort. Ouais. Ça veut dire que c'est une musique qui est toujours, on va reprendre le mot, actuelle, qui répond à des attentes. Et l'actualité n'arrête pas d'être actuelle. Et enfin, voilà, tu vois. Heureusement que ça continue, que ça se perdure et que la transmission fait, parce que peut-être que d'autres chirurgiens vont arriver grâce au Dynasty Style, parce que il y aura un moment d'éclosion où boum, ça va réexploser sur un autre truc, quoi. Oui, je pense. Et puis ça s'est vraiment maintenant démocratisé, quoi. Alors, oui, c'est sûr. Déjà à l'époque, il y avait quand même pas mal de différences. Il y avait des gaps entre les individus, etc. Maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus homogène dans les soirées, dans les parties. Même s'il y a des, je dirais, j'aime pas ce genre de découpage, de charcutage en tranches sociologique des personnes qui fréquentent les soirées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins de contraste qu'à l'époque, mais finalement, la palette de couleurs est plus large, plus vaste. Et il y a plus d'ouverture aussi sur plein de choses. Je pense notamment au statut des personnes LGBTQ, etc., qui fréquentent les soirées. À l'époque, c'était plus délicat à gérer, je pense, dans la structure du Globo. Dans les années 80, dans cette époque, avec les populations qui fréquentaient le Globo, aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe mieux, quoi. C'est plus tranquille, c'est plus apaisé. C'est vrai, sur l'Élysée-Montmartre, des groupes comme Nec Plus Ultra qui sont fait jeter, il y avait des imbéciles dedans qui gueulaient cassez-vous sale blanc, alors que leurs potes étaient blancs, ils étaient à côté, ils étaient du même possi, tu vois, mais pour les disqualifier, pour rendre illégitime un peu leur passage et leur présence dans ce truc-là, ils en étaient arrivés à ce genre d'extrémité complètement mongole, parce que on était tous ensemble dans le hip-hop des années 80 et on roulait tous les uns avec les autres, et pour les autres de manière globale, même si entre nous il y avait des petits bifs, mais c'était pas non plus la peine d'en arriver à ce genre de choses. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même, c'est ça, une palette de couleurs qui est plus large, et donc dans les soirées, il y a quelque chose de... il y a plus de liens encore, plus de liens qu'il pouvait peut-être y en avoir à l'époque de chez Roger
chez Boîte Funk. Bien que c'est vrai que je te disais au niveau de l'ambiance, enfin le truc était dingue à l'époque, c'est que c'était une vraie libération et que les gens découvraient les sons aussi, découvraient vraiment la sélection et ils devenaient complètement dingues et pétaient les plombs. Alors qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de réserve, c'était une messe, des morceaux. C'était carrément une messe. Ouais, c'était une messe. Moi, Dynasty, j'allais à la messe. Ouais. Carrément. Quelle messe. Après, tu vois, même si aujourd'hui c'est plus démocratisé, c'est-à-dire que même dans un univers qui est le rap qui était proposé au Dynastyle à partir de 2021, c'est pas non plus le rap qui est majoritaire, qui passe en radio, qui est le plus fort commercialement, quoi. Oui. Ça restait déjà dans le public le plus général, un public de niche dans ce rap-là, quoi. C'est les jeunes qui kiffent un peu le boom bap. Ouais, c'est faut nuancer, quoi. C'était pas non plus le rap que tu vas avoir sur les chaînes de télé et tout, quoi. Ouais, c'était pas de la drill. Ouais, il y avait pas de driller, il y avait pas de trap. Même sur les dernières, il y a eu des gros ponts, il y avait autant des instrus des années 90 qu'il y a eu des trucs trap et tout, donc ouais, c'est vrai. Ça a changé. Mais bon, tu parlais d'actualité et c'est parfait parce que ça me sert pour mon dernier point, c'est que là on parle de ce qui s'est passé à 35 ans. Ouais. Quasi 40, ouais, c'est vrai. Ouais, 35, bordel. En fait, vous êtes là, vous parlez c'était fou à l'époque et tout. On pourrait vous dire, peut-être qu'ils exagèrent, tu sais, les souvenirs. Parfois, on embellit les choses. Je pense qu'on est très très loin d'exagérer. Ouais, ce qui prouve que vous exagérez pas, c'est que cette passion, elle vous anime toujours, puisque 35 ans plus tard, on continue. Iron, la Malka Family, ça continue. Vous avez fait quelque chose, vous avez fait un morceau, non? Ouais, le funk. C'est l'occasion, c'est le moment promo. On a fait un titre ensemble qui s'appelle le funk, qui résume bien ce que ça veut dire, le funk. C'est comment résumer 50 ans de funk en un morceau. Iron l'a fait. Il a réussi cet exploit. En 3 couplets. En 3 couplets. Merci Joe. Et non, c'est un super titre. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu un instru un peu dancehall, on va dire, quoi. Ouais, on n'est pas loin du dancehall sur l'instru, quoi. Mais d'ailleurs qui rejoint un peu les débuts du hip-hop, parce que le hip-hop, on est aussi dans le dancehall, quoi. C'est-à-dire que on est un peu dans le truc festif. Puis dans le truc jamaïcain, quoi, tu vois. Parce que c'est quand même les Jamaïcains qui ont inventé la phase B, l'instru, je balance un truc, vas-y, viens-moi ce chanteur à la con, je vais mettre un truc dessus, moi, tu vas voir. Qui va le faire. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il a fait pareil, il a dit, viens-moi ce chanteur à la con, moi je vais mettre un truc dessus. On a pris la phase B de Poulet Cuit. Et Iron, il a fait un truc qui s'appelle le funk. C'est ça. En force. Et je vous invite à l'écouter, c'est vachement bien. Ouais, carrément. Ouais. Écoutez-le, réécoutez-le, et puis écoutez ceux qui vont suivre aussi, parce qu'on va vous en envoyer d'autres. Et donc Iron, il continue. Nous, on continue aussi. On a fait 2 albums depuis 2015, plus des concerts atomiques à la Cigale, je sais plus où. Enfin bon, et puis là, on est parti pour un 3e album depuis la refondation. Puis la reformation, on va dire. Bien. Voilà. Top. Et je pense qu'il y aura du Iron sur le 3e album de Malka Family. C'est un scoop, les gars, attention, là c'est un scoop en direct. C'est vrai que ça se fait toujours de manière un peu impromptue. Moi je me rappelle, le jour où tu nous avais appelé avec Shoes, tu nous avais dit, ouais les gars, cet après-midi on a un studio et tout, passez poser un truc, et ça avait donné Toddy Groove. Toddy Groove, ouais. On a dit, bon allez, là vous avez 1 heure, essayez de gratter un truc, là, bim bim, on avait tapé notre 16, on était venu, boum, on l'avait fait, et ça avait donné Toddy Groove, et c'était super cool. Bah, et pour le funk, j'ai procédé de même, quoi. J'ai écouté le son, j'ai commencé, bim bim, et puis je crois que peut-être 24-48 heures après, je t'ai renvoyé le truc, et tu m'as dit ça le fait et tout, cool. Et puis après on a eu un super clip. Ouais. Faut le dire aussi, hein. C'est vraiment, on est tous les 3 autour du projet. Mais c'est un morceau qui pour moi est très très important parce qu'il a eu même des répercussions dans ma vie professionnelle. Je t'en ai parlé tout à l'heure, je peux pas t'en parler là malheureusement parce que pour l'instant je suis un peu coincé sur le sujet. Mais oui, il m'a permis de me réorienter professionnellement. C'est hallucinant. C'est aussi une chance. C'est une chance incroyable. La magie du funk. Le funk, la magie du funk a opéré, mais complètement. Alors je sais pas si c'était parce qu'on était dans la grotte d'Artus, parce que les plans qui sont dans la grotte, c'est la grotte dans laquelle se réunissaient les chevaliers de la table ronde. Le roi Arthur, c'est un truc de fou. On amène le funk là-bas et tu vois la magie de la forêt de Welgoat a opéré sous la pluie. C'est la Bretagne. Caillé, je
me suis changé là-dedans, je te dis. C'était bien médiéval dans l'ambiance, mais super frais, c'est le cas de le dire, au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est le premier d'une longue série peut-être. Oui. Ouais, tout à fait, le premier d'une série, c'est clair. Et puis la plus longue possible en fait. Bah oui. Ouais. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure? Moi je dis que le funk et le hip-hop continuent. C'est une culture populaire qui continue tous les jours, d'évoluer. Et on parlait tout à l'heure de transmission. Là, autour de cette table, il y a de la transmission. Ouais. Et on continue de transmettre. Exactement. Ouais. On a le feu qui est là devant nous, on l'entretient. Ouais. Et may the funk be with you. C'est tout ce que je dirais au mot de la fin, may the funk be with you. Tu parlais d'une tournée atomique, on en est tous là. Pour ceux qui restent en chien, il y a Atomic Dog. Voilà. Avec les moyens du bord, on arrive à faire des trucs de ouf et des explosions littéralement stratosphériques. Donc n'hésitez pas, le hip-hop était là pour ça. Ça a permis des gens qui n'avaient presque rien de vivre tout complètement et de s'épanouir. Et même si ça reste une passion à côté de trucs qui sont moins fun dans la vie, ça permet d'avoir quand même une vie bien fun, quoi. Donc faut en profiter. Le funk, check. C'est quelque chose qui te met cool. Je m'en prends un sec quand tout s'écroule. Avec ce son, les meufs et les mecs roulent sur les emmerdes, tandis que les decks, eux, matraquent les foules en mode. Je m'en bats les steaks.